Bonjour à tous, merci de s'installer. Pour ceux qui veulent écouter le pitch, n'hésitez pas à venir, à vous installer, à prendre des écouteurs pour la présentation. Voilà, même si le son, là, je pense qu'il est OK, mais il y a un peu de bruit autour. Eh ben, ravi d'être de nouveau avec vous pour, sur cette séquence sur l'adaptation des règlements climatiques et en particulier sur la dégradation des habitats, comment inverser la tendance pour protéger les écosystèmes. Et donc aujourd'hui, on accueille Benjamin Rombaud, qui est cofondateur de Sen2Green et qui va nous présenter l'entreprise et la solution pour renaturer, restaurer les écosystèmes, notamment agricoles. Super, merci beaucoup. Hop, je vais prendre là. Bonjour à tous, je suis ravi. Oui, est-ce qu'on m'entend bien comme ça? C'est mieux? Génial, parfait. Les enfants, vous m'entendez? Oui. Alors, je suis ravi de vous présenter aujourd'hui notre projet Sen2Green qui utilise justement cette agriculture régénérative pour restaurer les habitats. Avant toute chose, je m'appelle Ben, je suis un des 3 cofondateurs de Sen2Green, qui est une start-up franco-marocaine créée en 2022 et ayant pour but de promouvoir l'agriculture de régénération en milieu dégradé. Avant toute chose, on va parler d'agriculture conventionnelle pour comprendre pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là aujourd'hui. L'agriculture qu'on pratique, c'est une agriculture qui est héritée de l'après-guerre, qui était une période où on avait besoin de nourrir beaucoup de personnes avec des moyens qu'on a dû industrialiser. On a transformé l'industrie du tank en industrie du tracteur, on a transformé l'industrie du gaz en industrie de pesticides et d'engrais, et tout ça dans le but de nourrir une population toujours plus importante. C'est ce qu'on appelle la révolution verte. C'est quelque chose qui a très bien marché. Ça a atteint ses objectifs, mais aujourd'hui ça montre ses limites. Limite parce que l'agriculture, c'est le 2e secteur d'émissions de gaz à effet de serre. Limite parce qu'également, on a une dégradation des sols importante qui non seulement menace l'agriculture, mais en plus de ça, qui est causée par l'agriculture. À titre d'exemple, chaque année, on perd 13 millions d'hectares de terres arables à cause de la désertification. Désertification qui est principalement causée par le changement climatique et les activités agricoles. Le changement climatique va aussi influencer ces rendements agricoles. Le GIEC estime que pour chaque degré de réchauffement climatique, on va perdre entre 5 et 17% de rendement agricole. Enfin, le World Economic Forum estime que d'ici 2050, on pourrait avoir jusqu'à 90% de nos terres qui sont dégradées. Pour illustrer ça, je vous propose de regarder ces 2 exemples en haut à droite. Là, on va avoir 2 photos de l'Irak et qui montrent l'impact de la sécheresse entre 2020 et 2022. On passe d'une zone qui était un grenier à une zone qui est complètement désertique. Le processus de désertification est très rapide. Le 2e exemple, c'est ici la canicule qui s'est déroulée en Russie en 2010 qui a entraîné une rupture de blé avec notamment des conséquences globales comme par exemple les printemps arabes qui ont contribué au déclenchement des printemps arabes avec la hausse du prix du pain. La bonne nouvelle, parce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles dans tout ça, c'est qu'on connaît la solution. Il y a un consensus scientifique qui pousse l'agriculture régénérative, non seulement comme moyen de restaurer des écosystèmes, des habitats, mais aussi comme moyen de capter du carbone et de développer une agriculture plus résiliente face au changement climatique. La 2e bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas juste un consensus scientifique, il y a également les acteurs financiers qui s'engagent avec des investissements sur différents segments, que ce soit l'agroécologie, l'agroforesterie, le biochar, le sylvopastoralisme. Néanmoins, cette agriculture régénérative, elle est beaucoup plus complexe que l'agriculture conventionnelle. Et là, je vous propose qu'on s'arrête 2 minutes sur cette illustration tirée d'un documentaire qui s'appelle Kiss the Ground, qui est disponible sur Netflix et que je vous encourage fortement à regarder, même avec et même surtout avec les enfants, et qui montre vraiment bien ces dichotomies entre l'agriculture conventionnelle, où on a une mécanisation très lourde qui va venir compacter les sols, où on a un sol qui est complètement dégradé, il n'y a plus de vie dans le sol, plus de biodiversité, et donc on est obligé de compter sur des intrants chimiques pour justement la fertilisation des cultures. À l'opposé, à droite, on va avoir l'agriculture régénérative, qui est une agriculture beaucoup plus complexe. Complexe parce qu'on va travailler sur différentes strates, on va avoir des arbres, on va avoir des cultures annuelles, on va avoir des cultures pérennes, tout ça mélangé au sein des mêmes hectares. Donc c'est
plus complexe, et cette complexité qu'on voit d'un point de vue aérien, elle se retrouve également au niveau du sous-sol. Et c'est cette complexité aussi qui fait la richesse et qui permet de recréer des habitats et de redonner la biodiversité, qui permet d'avoir des agricultures qui soient durables dans le temps. On voit également que la mécanisation est beaucoup plus légère que sur l'agriculture conventionnelle. Donc, cette agriculture régénérative, elle comprend tout un panel de solutions qui va de la microbiologie des sols, en passant par le water harvesting, qui permet de collecter les eaux de pluie pour éviter qu'on ait un ruissellement qui emmène le sol. On va avoir également de l'intégration de bétail, on va avoir du biochar, on va avoir de la rotation de culture, etc. Et donc c'est cette complexité aujourd'hui qui fait que l'agriculture régénérative, elle n'est pas adoptée par tous. Chez Sun2Green, on s'est donc posé la question, comment est-ce qu'on peut déployer l'agriculture régénérative à grande échelle pour régénérer ces sols dégradés? La première étape de notre réflexion, ça a été de créer des protocoles scientifiques qui va s'intéresser aux interactions symbiotiques entre les espèces. Il y a des espèces qui s'entendent très bien, d'autres au contraire qui ne sont pas du tout compatibles. On a travaillé avec des scientifiques, on a travaillé avec des labos de recherche pour mettre en place ces protocoles scientifiques. On a pu collecter des bases de données, on a pu modéliser des projets, apprendre à analyser un terrain. Cette première étape, elle a été complétée par une deuxième étape, qui est les tests sur le terrain. Des tests en propre sur nos projets Sun2Green, mais également pour nos clients. Vous avez quelques exemples ici où, par exemple, tout à droite, on voit l'impact en 3 semaines de l'agriculture de régénération. On est arrivé sur un sol complètement dégradé, très perméable, donc pas de rétention d'eau, beaucoup de vent. On est à Dakhla, dans le sud du Maroc. Beaucoup de vent, beaucoup de chaleur, etc. Pourtant, on voit qu'en 3 semaines, l'impact est non négligeable. Le projet du milieu, c'est le premier projet qu'on a mené. Ça date d'il y a maintenant un peu plus de 3 ans et qui a restauré sur 25 hectares, qui a permis de recréer tout un écosystème, se basant notamment sur les écosystèmes oasiens. Et enfin, ce dernier projet-là, qui est peut-être le plus impressionnant, parce qu'il utilise une eau qui a une salinité autour de 20 grammes. 20 grammes, c'est à peu près la moitié de la salinité de l'eau de mer. Aucune plante que vous connaissez, à part peut-être la salicorne, ne pousse à cette salinité-là. Néanmoins, si vous sélectionnez les bonnes plantes, des plantes halophytes, si vous les combinez intelligemment et si vous faites les bons protocoles d'amendement du sol, vous pouvez avoir des rendements économiques avec cette salinité dans ces conditions. Ces 2 étapes, on les a complétées par une 3e étape dans laquelle on est actuellement, qui est de déployer à grande échelle ces protocoles via un logiciel. Ce logiciel qu'on a développé en interne permet non seulement d'aller assesser un environnement, c'est-à-dire qu'on va récupérer plein de données, plein de modèles, plein d'analyses satellitaires qu'on va mouliner ensemble, des modèles sur le pH du sol, sur la salinité du sol, sur la topographie du terrain, sur les conditions climatiques, sur les précipitations, etc. On va agréger toutes ces données et on va faire un diagnostic de sol. Ensuite, ce diagnostic-là, on va le comparer avec des bases de données. Des bases de données de la FAO, du CIRAD, de l'UM6P, du CJR, etc. Et on va voir quelles sont les espèces qui vont correspondre à ce diagnostic. À titre d'exemple, il y a 400 variétés différentes d'eucalyptus. Certains sont plus résistants à la salinité, d'autres à un pH élevé, d'autres vont être utiles pour le bois de construction, d'autres pour la médecine. Personne aujourd'hui ne peut en moins d'1 minute me dire quelle va être la variété d'eucalyptus adaptée au climat. Les algorithmes permettent de le faire en moins de 30 secondes. Et c'est pour ça que nous, chez Sun2Green, on utilise la technologie pour amener à l'échelle une solution qui est l'agriculture régénératrice. Ensuite, on va proposer des recommandations agronomiques et on va permettre de modéliser des projets. La nature, c'est un temps long, c'est des cycles longs. Et du coup, il est difficile d'itérer. On ne peut pas se dire, je vais planter 1 hectare d'olivier, je vais attendre 4-5 ans de voir ce que ça donne, et si ça ne marche pas, je vais replanter 1 hectare de figuier. Et c'est justement tous ces protocoles-là qu'on peut modéliser grâce à la technologie et qui nous donnent les besoins en eau, la captation carbone, les rendements attendus. Enfin, on travaille avec nos clients pour implémenter ces projets et également pour mettre en place une brique de reporting qui permet de récolter toutes ces données, non seulement pour améliorer les modèles existants, mais aussi pour automatiser la certification carbone. Quelques exemples d'analyse de sites. Là, on est sur le sud du Maroc et de modélisation de projets. Pour terminer, ce que je voudrais vous dire, c'est que
le socle même de Century Green, c'est la science. C'est ce qui nous permet de déployer des projets du laboratoire au terrain, à la réalité. On est soutenu par des partenaires scientifiques mondiaux et on est également des scientifiques. On a des scientifiques en interne qui travaillent au CIRAD, qui travaillent à l'UM6P au Maroc, l'Université Polytechnique Mohamed VI. Mais on est également des agronomes parce qu'on travaille sur le terrain. On met en place ces projets. On a des living labs. On teste ces protocoles. Les protocoles qui fonctionnent, on les intègre dans notre plateforme pour qu'ils soient réplicables. On embarque aussi la science dans cette plateforme. On utilise toute une série de modèles, toute une série d'analyses satellitaires. On a eu la chance d'être accéléré par Google qui nous a permis d'utiliser une partie de ces données et de ces bases de données. On utilise du machine learning pour améliorer toujours les résultats et les recommandations. On est en capacité de calculer également les rendements agronomiques des différents projets. Et enfin, on utilise des bases de données mondialement reconnues comme ceux de la FAO. Alors aujourd'hui, on ouvre cet outil à nos clients. On a passé quelques années à le développer en interne, à le tester pour nos propres projets, à le tester pour nos clients et aujourd'hui on l'ouvre au grand public. Et si vous me posez la question, je vous dirais que oui, l'agriculture régénérative, elle permet de restaurer des habitats. Mais elle ne fait pas que ça. L'agriculture régénérative, elle permet de capter du carbone. Elle permet de créer une agriculture plus résiliente face au changement climatique. Et par cette résilience, elle permet de créer des projets qui sont plus durables et plus économiquement viables. Merci pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Yes. Bonjour, alors excusez-moi, j'ai raté le début, du coup j'aurais juste peut-être une question à laquelle vous avez déjà répondu, mais les clients que vous visez avec ces solutions-là, c'est qui? C'est les agriculteurs directement? Est-ce que c'est plutôt des groupes qui veulent travailler ça sur leur chaîne de valeur? Enfin, c'est des institutions, collectivités? Voilà, ce serait juste le type de client que vous visez. C'est une très bonne question. Alors, on ne travaille pas directement avec les agriculteurs parce que les agriculteurs ne sont pas forcément les plus sensibles à la technologie. Ils n'ont pas envie de s'embêter avec ce genre de plateforme, etc. On travaille avec ceux qui travaillent avec ces agriculteurs, c'est-à-dire des cabinets de conseil en agriculture et également des grands groupes. À titre d'exemple, on travaille avec Danone sur la transition de leur chaîne de valeur au Maroc. Ils ont 10 000 éleveurs laitiers qui leur fournissent leurs 4 usines. Ils savent qu'à terme, cette supply chain, elle est menacée notamment à cause du changement climatique et de la sécheresse qui diminue la disponibilité de fourrage. Donc, ils sont en train de mettre en place des techniques d'agroforesterie qui permettent d'augmenter cette disponibilité de fourrage à travers des techniques d'agriculture de régénération. C'est très facile de le faire à petite échelle. Aller mettre en place des protocoles régénératifs sur 5-10 agriculteurs, c'est très simple. Il suffit de se déplacer dedans. Sur l'exploitation, il y a beaucoup de cabinets de conseil qui le font. Par contre, quand il faut passer à l'échelle sur les 10 000 fermiers, c'est là où il y a un énorme souci. Un énorme souci tant pour accompagner ces agriculteurs que pour faire du reporting. Et donc, on travaille à la fois avec ces cabinets de conseil et ces grands groupes pour réussir à faire passer à l'échelle justement ce changement en agriculture de régénération sur leur supply chain. Merci d'abord. Est-ce que vous arrivez à pousser plus l'intégration d'espèces indigènes à travers la plateforme, la solution? Parce que quand on a par exemple 4000 espèces, peut-être qu'il y en a une qui est plus adaptée, mais qui vient d'autre part, et du coup on introduit de nouvelles espèces sur un territoire. C'est une très bonne question parce que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu beaucoup de cas de figure où on a importé des espèces qui sont des espèces invasives et qui ont détruit des écosystèmes. C'est une chose qu'on a absolument voulu éviter. Et d'ailleurs, c'est un de nos clients en Namibie qui nous a forcé, parce que la Namibie a un cadre réglementaire très très strict sur l'importation d'espèces. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a connecté notre plateforme avec une base de données qui va vérifier l'occurrence des espèces dans un pays. C'est-à-dire que si vous tapez Ficus carica dans cette base de données, qui est le figuier de Barbarie, on va pouvoir savoir combien de fois il a été observé dans le pays. Ce qui veut dire que chaque recommandation qu'on donne à travers la plateforme, c'est des espèces qui ont déjà été observées dans le pays. À aucun moment, vous allez pouvoir avoir une recommandation qui se base sur une espèce qui n'a jamais été observée. Et c'est très important pour nous et c'est
super question, de vraiment prendre en compte les écosystèmes dans lesquels on évolue. À chaque fois, vous parlez d'une seule espèce qui est proposée pour une agriculture. Et avant, vous aviez parlé donc plutôt d'agrosystèmes. Est-ce qu'il peut y avoir aussi des propositions de systèmes d'espèces qui sont ensemble, arborés, herbacés, qui s'entraident? Enfin, comment ça se passe Exactement, on travaille sur les relations symbiotiques entre les espèces. C'est-à-dire qu'on a des espèces qui vont bien s'entendre et des espèces au contraire qui vont être plutôt en conflit. Par exemple, le noyer va être assez sensible à la quantité d'azote dans le sol. Donc si vous mettez un couvert végétal de légumineuses, qui sont des plantes qui ont la capacité d'aller stocker cet azote dans le sol, et ben vous allez vous risquez d'avoir un impact négatif sur cette production que vous pouvez avoir à travers ce noyer. Donc oui, c'est toute l'intelligence qu'on met dans cette plateforme, c'est de faire des recommandations en fonction des relations syntropiques. On va analyser un environnement, vous allez me dire quels sont vos objectifs, maximiser la captation carbone ou maximiser les revenus, etc. Et on va vous proposer toute une série d'espèces. En fonction des espèces que vous allez choisir, on va vous proposer des combinaisons intelligentes qui vont venir à la fois complémenter votre business model, mais aussi améliorer la régénération du sol et qui vont pouvoir s'entraider. Et c'est peut-être un des trucs les plus fascinants, c'est de réussir à faire ces relations symbiotiques entre les différentes espèces. Pareil, quand on a vu l'exemple sur le projet qui utilise de l'eau salée, ce ne serait pas possible si on ne travaillait pas entre les relations entre les espèces. Donc on a des relations plantes, on va avoir des relations plantes-arbres et on va aussi avoir des relations plantes-sol et arbres-sol. Et c'est toutes ces combinaisons qui doivent être prises en compte pour avoir le bon protocole. C'est hyper complexe, hyper passionnant aussi. Merci. En fait, j'allais poser la même question que monsieur. Au début, c'est effectivement, du coup, qui sont les clients. Donc, j'ai bien compris la réponse. Malgré tout, je m'interroge sur, vraiment pour avoir l'impact sur les solutions. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire avec les agriculteurs même pour les conseiller sur les assolements et sur justement toutes ces combinaisons qui peut-être ne sont pas tout à fait maîtrisées ou connues? Si, clairement, il y a un énorme travail à faire sur les agriculteurs directement. C'est notre stratégie plutôt long terme. Les agriculteurs, c'est quand même un marché assez fragmenté et c'est très compliqué de s'adresser directement aux agriculteurs. Je ne parle pas forcément de la France, on travaille principalement dans le sud de l'Europe et en Afrique et c'est encore peut-être plus compliqué qu'en France. Néanmoins, c'est cette cible-là qui doit évoluer, qui doit changer. Nous, on a décidé de commencer par les grands groupes et les grands groupes de les food production et les cabinets de conseil parce que c'est eux qui sont aujourd'hui en relation et ça permet de les outiller. Nous, à terme, notre but, c'est vraiment de pouvoir aller communiquer directement avec ces agriculteurs et de pouvoir leur envoyer des messages du style pour faire face à la sécheresse de 2030, pensez au paillage organique ou essayer de maximiser je sais pas, les relations mycorhiziennes que vous allez avoir au niveau de vos microbiotes du sol, etc. Donc oui, c'est plutôt un objectif long terme, les agriculteurs, parce que, étant donné que c'est un marché très fragmenté et très compliqué d'accès, on préfère commencer par ceux qui ont non seulement de l'argent pour nous payer, mais aussi ceux qui peuvent nous aider à améliorer notre logiciel aujourd'hui. Les chambres d'agri, tout à fait. On travaille aujourd'hui, on discute avec différentes chambres d'agriculture pour tester auprès des agriculteurs français. Cette solution, elle permet d'éviter d'avoir quelqu'un qui va se déplacer sur le terrain et qui va coûter souvent 7 à 10 fois plus qu'une solution logicielle, qui sera peut-être un peu plus précis pour le coup, mais qui ne pourra jamais gérer autant de données que nous, on est en capacité de gérer. D'autres questions? Est-ce que c'était clair? Qu'est-ce que vous avez retenu de l'agriculture régénérative, en un mot? Oui, recréation d'écosystèmes. On est pile poil dans le thème complexe, tout à fait.
Et c'est important pour nous d'utiliser cette technologie pour décomplexifier la solution et de la rendre vraiment scalable. La solution, ce n'est pas la technologie et ça ne le sera jamais. Par contre, la technologie, elle permet de donner accès à cette solution. Oui. Est-ce que sur tout ce qui est les questions de contribution carbone, donc tout ce qui est label bas carbone, etc., est-ce que vous, votre solution, elle permet quelque part de faire des passerelles avec ça? Est-ce que vous y avez déjà réfléchi? Et peut-être juste rappeler ce que c'est qu'un label bas carbone, enfin en tout cas les questions de la contribution, mais ce serait un axe intéressant justement pour les entreprises de pouvoir se dire on a investi dans votre solution par exemple qui permet derrière de régénérer, etc. Alors oui, c'est une très très bonne question. Les labels bas carbone, les crédits carbone sont un mécanisme financier hyper intéressant parce que ça permet de financer cette transition. Quand on passe d'une agriculture classique à une agriculture régénérative, on va avoir un temps d'adaptation qui va coûter à l'agriculteur. Avoir ce financement qui peut être fait par des crédits carbone, ça permet d'éviter à l'agriculteur de supporter ce coût-là. Aujourd'hui, et si on en revient à cette slide, hop, là notamment, désolé la typo a sauté, mais la partie reporting, la brique reporting qu'on est en train de mettre en place nous permet de récolter toute une série de données qui permettent d'améliorer encore les modèles et plus on aura de données, plus nos modèles seront performants et précis. Mais cette brique reporting, elle a aussi pour but de récolter les données pour automatiser la certification carbone. Aujourd'hui, quand on parle de certification carbone, ça bénéficie principalement aux gros agriculteurs, aux gros producteurs, aux gros projets, parce qu'il y a un énorme frein d'accès à la certification carbone. Un frein administratif et un frein financier. Pour faire certifier un projet carbone, c'est environ 40 000 €. Et donc, un agriculteur lambda ne peut pas se permettre ça. Par contre, si on crée des parapluies de projets qu'on peut agréger avec cette technologie, ça a beaucoup plus de sens. C'est-à-dire que c'est complètement indolore et painful pour l'agriculteur. Il n'a pas à nous transmettre des données parce qu'on les récupère directement. Il n'a pas non plus à s'occuper lui-même de la certification parce que c'est nous qui le faisons pour lui via ce parapluie de projets. Et il peut toucher le revenu des crédits carbone. Chaque personne, chaque agriculteur qui a un impact positif sur la captation carbone et la biodiversité devrait être rémunéré pour ça. Et les crédits carbone sont un des moyens qu'on regarde aujourd'hui à intégrer plutôt à horizon 2-3 ans pour permettre de financer cette transition. Oui, une dernière question. Vous travaillez avec les grands groupes agroalimentaires et donc du coup, est-ce qu'en boucle de rétroaction, vous arrivez à les orienter sur les produits qu'ils proposent et finalement à dessiner ce que serait qu'une consommation durable pour demain? Parce que du coup, vous avez parlé du début de la chaîne qui est l'agriculture et finalement la fin, c'est le consommateur. Et du coup, est-ce que vous avez un rôle de conseil là-dessus aussi? Alors, malheureusement, non. On ne va pas leur dire mettez plus ou moins de sucre dans vos ingrédients. On n'a pas ce rôle-là et on reste vraiment sur cette position en amont de la chaîne de valeur. Par contre, ce qui est certain, c'est que des produits issus de l'agriculture régénérative sont gustativement et en termes d'apport beaucoup plus intéressants que issus de l'agriculture conventionnelle. Et donc ça, c'est important aussi pour nos clients d'avoir des ingrédients qui soient meilleurs. Mais malheureusement, on ne va pas être en capacité de leur dire utiliser moins de plastique ou moins de sucre, ce serait pas mal. Mais c'est une transition qui prend du temps, qui est en train de s'accélérer. Tous les grands groupes ont pris des engagements assez forts sur l'agriculture de régénération. Ils ont du mal à les tenir parce qu'ils ont du mal à accélérer dans cette transition et on est justement là pour les aider. Merci beaucoup Benjamin pour cet exposé très éclairant. Ouais, je pense qu'on peut l'applaudir. Et on se retrouve à 15h pour un nouveau pitch sur cette fois la sécheresse, le risque de sécheresse et l'inondation aussi, avec un système de tuiles qui capte l'eau et qui peut permettre de la réutiliser. Donc voilà, rendez-vous à 15h pour la suite des pitchs sur l'adaptation. Et merci encore Benjamin.